Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette seconde journée de la Madi Keynote. Nous sommes en direct du 104, je vous remercie de votre présence et je salue celles et ceux qui nous suivent également en streaming. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. On vous consacre également ce temps-là pour que vous puissiez être à l'origine de ces questions que vous pourrez nous poser sur l'application SparkUp. Vous pouvez les poser, que vous soyez ici en direct du 104 également, de votre domicile ou depuis votre lieu de travail. It's time to choose. Il est temps de choisir. L'heure est presque grave puisque, vous le savez, il va falloir maintenant faire des choix pour sauver notre planète. Et les énergies renouvelables paraissent comme l'issue qui pourront garantir la sécurité climatique à l'échelle mondiale. Et pour répondre à toutes nos questions et à tous ces enjeux, je vous demande s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'applaudir Christelle Rouillet, Véronique Pérez, Sylvain Paré et Séverine Joanneau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va d'abord faire un petit peu le tour de la table pour présenter les sociétés que vous représentez et également le rôle que vous occupez dans ces sociétés. Christelle Rouillet pour Inamix, filiale d'EDF. Oui, ravie, merci beaucoup Pierre d'être invité à cet événement. Je suis donc Christelle Rouillet, directrice générale Dynamics, qui est la nouvelle filiale hydrogène du groupe EDF, dédiée à la production et la commercialisation d'hydrogène bas carbone et renouvelable. Véronique Pérez, c'est une jeune start-up que vous représentez. Oui, c'est une start-up qui existe depuis 2012 et je suis présidente de la société et cofondatrice et on a développé une solution de microméthanisation containerisée. Sylvain, vous nous venez tout droit de la Réunion. Vous êtes venu spécialement pour la Madi Keynote. Vous représentez la société News SAS. Merci Pierre, merci à Madines de cette sympathique invitation. Effectivement, donc je suis Sylvain Paré, le président de la start-up News SAS, News qui est l'acronyme de New Energy World System. Donc nous faisons de l'hyperconcentration solaire et à partir de là, on fait une pluralité d'énergie. Et quant à vous, Séverine Joanneau, vous représentez le CEA, vous êtes à la tête d'un département de 250 personnes qui œuvrent activement pour les nouvelles technologies, pour l'énergie. Voilà. Donc effectivement, au sein du LITEN, donc c'est à peu près 1000 personnes, le LITEN, qui travaillent sur les énergies renouvelables, de leur production à leur stockage, à leur conversion et à leur usage. Voilà. Et donc dans mon département, effectivement, plus particulièrement, les technologies pour la mobilité. Alors nous allons parler des innovations que vous avez mises au point. Véronique, on va commencer à débuter avec vous. La méthanisation, pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est cette technique héritée du monde agricole. Tout à fait, Pierre. Donc, la méthanisation pour les néophytes, c'est la possibilité de faire fermenter une matière organique et de produire un gaz en absence d'oxygène. Ce gaz étant un mélange de gaz naturel et de CO2 et donc apte à des applications énergétiques variées. Et nous, notre innovation, c'est plutôt que d'amener le déchet sur des grosses usines, c'est d'amener l'usine au plus près des gisements de déchets avec une solution clé en main intégrée dans des containers qui est une vraie usine où on trouve toutes les étapes nécessaires à un fonctionnement en toute sécurité de cette installation et qui, pour l'instant, permet de produire de l'électricité renouvelable et du compost. Il y a plusieurs types de containers selon chaque surface. On peut moduler. Alors, on traite de 100 tonnes à 1000 tonnes par an de biodéchets. Donc, la 100 tonnes, ce sont 2 containers et la 1000 tonnes, c'en est 9. Sylvain, vos solutions énergétiques, les vôtres, ce sont des kits que vous pouvez adapter notamment, entre autres, à des moteurs thermiques? Alors les kits, effectivement, c'est ce qu'on appelle un système de rétrofit de moteurs thermiques essence ou diesel. Alors c'est l'une de nos applications, ça n'est pas la principale. Notre cœur d'activité, c'est l'hyperconcentration solaire et la transformation pour produire de l'électricité et donc un ensemble d'énergie. Les kits de rétrofit permettent de modifier structurellement un véhicule essence ou diesel conventionnel avec une installation que l'on estimait à environ 2500 € et qui permet de le faire fonctionner donc avec ce que l'on nomme du solar fuel. Alors le solar fuel, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau qui a été dissociée par voie solaire, par hyperconcentration, et qui permet donc de produire de l'hydrogène qui alimente ce type de véhicule. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer de véhicule, plutôt que d'acheter un véhicule électrique ou hydrogène qui sont extrêmement coûteux. Et ça pourra nous permettre d'ici quelques années de proposer sur le plan industriel
industriels la possibilité d'interfacer les 1,5 milliard de moteurs thermiques à travers le monde et donc d'apporter une solution extrêmement pérenne, extrêmement simple, fiable et très peu coûteuse à l'ensemble de la population mondiale. Alors on parlera justement des enjeux autour du déploiement. Christelle, vous avec Dynamics, la filiale d'EDF, vous vous concentrez sur un nouveau type de production énergétique, c'est la production d'hydrogène avec une nouvelle technique pour abaisser le coût de production. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle technique. En fait, l'électrolyse de l'eau est connue depuis avant le 19e siècle. C'est effectivement une technique de une anode, une cathode dans un bain d'eau et on produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, l'idée, c'est de produire de l'hydrogène bas carbone et renouvelable à partir d'une électricité bas carbone et ou renouvelable auprès de différents usagers, j'ai envie de dire, que peuvent être les industries, puisque aujourd'hui il y a des industries qui utilisent de l'hydrogène pour leurs process industriels, des raffineries, des chimistes, des verriers pour le traitement du verre notamment, mais également pour la métallurgie, le traitement du métal. Et bien sûr, ce qu'on entend un petit peu partout, tout ce qui va concerner la mobilité des trains, la mobilité des bennes à ordures à hydrogène, des bus, également des bateaux, des navettes fluviales demain. Donc c'est vraiment un procédé tout à fait ancien, mais néanmoins encore très innovant et qui nécessite encore d'être compétitif. L'héritage des techniques de recherche, parce que tous les trois vous êtes d'accord en fait que finalement ce que vous proposez n'est pas nouveau, ce sont des choses qui existaient déjà dans le temps. Oui, c'est la réadaptation des systèmes aux besoins d'aujourd'hui. Alors au CEA, on accompagne également tous les jeunes acteurs qui souhaitent changer le monde de demain. Comment ça se passe, vous, au quotidien, vous qui étudiez notamment le traitement de stockage de l'énergie? Alors en fait, nous, on est vraiment sur les nouvelles technologies, Oui. donc on va essayer de préparer le coup d'après. Mais le CEA est aussi un agrégateur de technologies, donc on est aussi sur des dimensionnements de systèmes énergétiques pour répondre à des usages et à des besoins, à des territoires. Et donc on va pouvoir proposer un mix de solutions énergétiques pour répondre à ce besoin. Et on va aussi pouvoir accompagner des startups, puisqu'on a certaines de nos innovations aussi qu'on accompagne pour créer certaines startups. Je pense par exemple à PowerUp qui gère des recharges de batteries dans un réseau, ou à Symbio Fuel Cell qui a développé une pile à combustible pour pour mettre dans des véhicules. Voilà. Parlons du déploiement des technologies. Les lois françaises sont très ambitieuses en la matière. À horizon 2030, réduire la consommation énergétique primaire d'énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012. C'est ambitieux. Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute en 2030. Vos solutions techniques parviendront-elles à accélérer le retard en la matière? Comment ça se passe en termes de déploiement, Sylvain? Alors, vous disiez effectivement, c'est les moteurs thermiques, comment on peut accompagner avec vos kits de rétrofit? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'une des possibilités qui est offerte par notre technologie. Alors, juste pour expliquer de quoi il s'agit, j'ai dit tout à l'heure, NEW, c'est l'acronyme de New Energy World System. Ça signifie Nouveau Système d'énergie mondiale. Ce que nous mettons en œuvre, c'est de l'hyperconcentration solaire. C'est totalement différent du photovoltaïque qui récupère l'énergie solaire et la transforme directement en électricité. La particularité de l'énergie photovoltaïque, c'est qu'on a des rendements qui sont extrêmement faibles, des rendements nets qui sont de l'ordre de 10% réels. Notre technologie permet, nous, sur les 1000 watts que l'on reçoit au mètre carré, de récupérer 900 watts d'énergie solaire brute, donc on n'est plus du tout dans les mêmes valeurs. À partir de là, on peut produire de la chaleur pour des process industriels. Quand j'ai des process industriels, ce sont des process haute température qui permettent d'alimenter donc des systèmes extrêmement énergivores, comme la sidérurgie, les aciéries, les verreries industrielles. On a besoin de process à 1500 degrés, voire plus. Ensuite, cette chaleur pure peut être convertie en électricité avec des rendements qui sont vraiment extraordinaires. Les derniers essais que l'on a réalisés, on est quand même à 42% de rendement de conversion électrosolaire, ce qui est gigantesque. Et là, on va sur une version industrielle à 60% de rendement. À partir de là, comme on fait de l'hyperconcentration solaire, on peut aussi, grâce au flux lumineux extrêmement ténu,
on peut dissocier spontanément la molécule d'eau. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par des procédés industriels tels que ceux qui sont connus, comme l'électrolyse et puis la combustible, qui ont un coût, qui ont un rendement, qui ont un impact. On passe par des procédés de thermophotolyse. C'est-à-dire que c'est une interaction directe entre la lumière et la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure de composants et on a des rendements de l'ordre de 85% en conversion. Sur le déploiement, vous êtes prêt à répondre à n'importe quelle demande ? Oui, alors d'ici quelques mois, on va commencer à équiper certains pays. Comme vous le savez, je viens de La Réunion, je suis en stand-by ici pour répondre à ce plateau. Et ce soir, je pars sur le continent africain et le mois prochain au Japon. Véronique ? Alors nous, le déploiement, il est plus simple quelque part, puisqu'il s'agit simplement de mettre les populations au tri, oui, de séparer le flux d'organique. Il faut savoir que dans nos poubelles, 30% du flux est d'origine organique, et de le convertir en biogaz. Et l'intérêt, c'est de mailler la solution le plus vite possible pour disposer immédiatement, tout de suite, d'un biogaz combustible transformable en électricité, et demain avec autre chose, puisqu'il y a des perspectives énergétiques sur le biogaz. Christelle, pour EDF, c'est un sacré enjeu. C'est un fort enjeu, effectivement, l'électrolyse, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est une production à partir d'électricité. Pour produire de l'électrolyse, vous avez besoin de l'hydrogène, vous avez besoin de beaucoup d'électricité. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'électrolyse va participer à la décarbonation de l'économie grâce à cette électricité aussi bas carbonée et renouvelable. La méthode aujourd'hui classique est très émettrice de CO2. 1 kg d'hydrogène produit, c'est 10 kg de CO2 émis. C'est donc une solution pour la décarbonation de l'économie qui reste effectivement sur certains domaines encore très à démontrer sur la compétitivité. Mais aujourd'hui, nous avons des projets tant sur la mobilité que sur l'industrie, des projets qui sont sur des quantités de production assez importantes, puisque nous parlons de 1, 2, jusqu'à plusieurs dizaines de mégawatts d'électrolyseurs installés sur les sites des industriels, à proximité de leur process industriel notamment, de manière effectivement à être dans la constitution d'un écosystème pour fabriquer cet hydrogène. Séverine, le regard que vous avez par rapport au déploiement du marché ? Oui, tout à fait. En fait, je rebondis sur ce que vous dites, Christelle. C'est cet écosystème qu'il faut former, et pour pouvoir mutualiser, enfin mixer l'ensemble de ces technologies, ça va être crucial. Et par exemple, on parlait de mobilité tout à l'heure. On peut imaginer aussi les véhicules connectés au réseau d'alimentation électrique. Donc ça, c'est assez facile à imaginer. Après, il faudra voir comment le citoyen pourra s'habituer à ces nouveaux modes d'usage. Mais effectivement, on peut imaginer avoir son véhicule électrique, qu'il soit hydrogène ou batterie, peu importe, qu'on utilise pour aller travailler en journée. Et puis le soir, on se connecte à sa maison pour finir de décharger sa batterie et alimenter ainsi l'heure de pointe à domicile. On recharge la batterie la nuit, et puis le matin, on repart, et quand on arrive au travail, on met son véhicule sous une ombrelle solaire, par exemple. Donc c'est un tout, en fait, qui paraît intéressant, c'est associer l'ensemble de ces technos pour pouvoir obtenir un mix énergétique intéressant. On nous demande dans la salle une question qui a recueilli beaucoup de votes. Les voitures sont énormément consommatrices de ressources, quelles qu'elles soient. Alors militez-vous pour des voitures petites et sobres voilà. Quel est votre point de vue là-dessus ? En tout cas, sur la partie hydrogène, aujourd'hui, vous avez quelques voitures hydrogène qui existent. Oui. Les fabricants Toyota, Nissan, qui fabriquent des voitures que chacun d'entre nous pourrait utiliser, la Nexo, la Mirai. Vous avez également sur la mobilité Alstom, qui fabrique des trains hydrogène et qui sont aujourd'hui dans un mode commercial en Allemagne. Donc, ce sont des petites ou grosses voitures qui ont le mérite d'avoir une autonomie effectivement plus importante que celle de la batterie aujourd'hui, et de se charger dans un temps un tout petit peu plus court, enfin significativement plus court, puisque c'est comme si vous faisiez votre plein d'essence. Séverine ? Oui, si on en reste sur les usages, justement, on pense aujourd'hui que l'hydrogène, c'est un des vecteurs, mais ce qui va être important, et y compris sur les véhicules, en fonction des usages des véhicules, que ce soit des petites flottes captives ou des gros camions ou des bus ou des trains, etc., on va avoir des mixtes à trouver, des hybridations optimales à trouver pour répondre vraiment à l'utilisation. Donc ça, c'est aussi un paramètre important, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un véhicule hydrogène ou batterie ou diesel, etc. Mais ça va être un mix de tout ça et pour répondre à un maximum de demandes d'utilisateurs.
Si je peux réagir, effectivement, bien sûr. Parfaitement d'accord. En fait, on aura dans les villes, dans les collectivités, du bus à hydrogène, du bus électrique, de la benne à ordures dans les deux, entre guillemets, carburants, tout simplement parce qu'on va s'adapter à l'usage, à l'opérationnalité du véhicule. S'il a besoin de beaucoup d'autonomie et que les chauffeurs ont peu de temps pour se charger, eh bien, effectivement, l'hydrogène sera plus adapté. En revanche, sur des plus petites distances et avec un chargement qui peut se faire notamment la nuit, certains bus fonctionnent de cette manière-là, eh bien, il y aura des bus à batterie. Ce n'est pas une technologie l'une contre l'autre, elles sont très complémentaires. Cocorico, c'est déjà le cas. Certains bus en France roulent à l'hydrogène. C'est le cas à Versailles, Julian-Zozas et la ville de Pau. C'est depuis 2009 maintenant. Ces tentatives qui sont isolées, puisqu'on sait que pour le moment, en tout cas, la production d'hydrogène est encore très chère. C'est encore problématique, on n'en est qu'au début, et pour déployer, on va dire, la réflexion à grande échelle, quel est votre sentiment à ce sujet ? Les infrastructures. Les infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui, un des freins au déploiement, c'est les infrastructures. Donc on voit que sur certains territoires, dans certaines régions, les choses se développent. Il y a des impulsions fortes en ce moment même, mais c'est encore insuffisant. Donc c'est clair que ce frein-là, il faut y apporter des solutions. Sylvain ? Alors justement, nous, on va commercialiser d'ici quelques mois des micro-centrales électrosolaires, 25 mètres carrés, qui sont en mesure de produire plusieurs kilogrammes d'hydrogène par jour, pour 10 000 €, subvention comprise. Alors maintenant, je reviens sur une question, je l'avais évoquée. Pourquoi veut-on faire des véhicules propres? Pourquoi veut-on s'affranchir de l'énergie fossile? C'est parce qu'on a un problème sur Terre. Le problème est très simple, c'est que chaque année, il y a des millions de morts qui sont du fait des conséquences de la pollution atmosphérique. Donc nous, la question que nous nous sommes posée, qu'est-ce que l'on peut faire réellement, simplement, de manière efficace et rapide, pour apporter des solutions à ces problématiques-là? Il faut savoir qu'en France, il y a un combat qui est mené contre les morts sur les routes, 3600 morts, mais ce que l'on ignore, ce que les médias évoquent très peu, c'est qu'il y a 67 000 morts chaque année en France dues à la pollution atmosphérique. On le sait très bien, les véhicules électriques, les véhicules hydrogène, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comme la Toyota Mirai, qui vaut dans les 70 000 €. Avant que le parc de véhicules essence ou diesel soit renouvelé, il faudra peut-être 20 ans, 30 ans. Voilà. À travers le monde, ce sont des centaines de millions de morts, c'est inacceptable. Donc la solution que nous avons mis en œuvre, c'est une solution simple, efficace, rapide, 2 500 € par véhicule essence ou diesel. C'est adaptable en une journée et ça peut être mis à très grande échelle industrielle au niveau planétaire. Véronique, pour compléter, vous avez les mêmes réflexions sur la méthanisation? Je ne suis pas sûre que... alors le déploiement des stations, c'est évident, c'est un manque crucial pour pouvoir développer les flottes. Après, la promesse de baisser les coûts, alors oui, c'est ça qui fait décider le particulier. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, mais je ne suis pas sûre que la promesse de réduire les coûts drastiquement soit réaliste aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on va rentrer plus ou moins dans un monde de l'énergie plus cher que ce qu'on a connu auparavant. On a une réponse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, oui. On se retrouve aujourd'hui avec un paradigme avec de l'hydrogène à 10 ou 15 € du kilogramme. Personnellement, je n'ai pas envie de faire un plein à plusieurs centaines d'euros. Et je pense que personne n'a envie de le faire, même si on a envie de faire des choses conséquentes pour la planète. Donc il y a des solutions alternatives, c'est ce qu'on essayait de mettre en place. Alors je ne veux pas monopoliser non plus la parole, simplement pour dire que notre technologie ne fait pas appel à des systèmes coûteux. C'est simplement de la concentration solaire qui dissocie spontanément la molécule d'eau. Donc le coût de revient est extrêmement bas. On se rapproche quasiment du prix du pétrole brut. On va passer la parole à la salle. On nous demande, on charge les batteries électriques hydrogène, c'est propre, mais quid de l'électricité produite pour les recharger? Christelle? Je peux répondre sur la partie hydrogène. Comme je le disais tout à l'heure, pour fabriquer de l'hydrogène par électrolyse, il faut de l'électricité. Beaucoup d'électricité, c'est à peu près 70% du coût de revient, selon évidemment les montants d'investissement sur les équipements. Donc il faut effectivement beaucoup d'électricité et ça n'a de sens que si l'électricité est elle-même ou bas carbone ou renouvelable. Et donc évidemment c'est le lien que l'on peut voir avec les énergies renouvelables, avec un parc solaire, avec un parc éolien pour produire par électrolyse cet hydrogène à destination des usages. Donc c'est vraiment la transformation d'une certaine manière de l'électricité qui doit être zéro carbone vers un hydrogène qui lui-même est utilisé en tant que molécule. Séverine?
Oui, tout à fait. En fait, je pensais aussi à une application où on peut imaginer des barges solaires, par exemple, le long des rivières, où on va pouvoir produire localement de l'hydrogène pour alimenter des véhicules. Parce qu'en fait, après, il va y avoir toute une problématique d'économie circulaire, d'analyse de cycle de vie à faire sur de la production jusqu'au recyclage des produits. Et c'est sur cet ensemble de la chaîne qu'il va falloir analyser les coûts et regarder un petit peu les intérêts. Et on se rend compte petit à petit que finalement, si on produit et on consomme localement, c'est quand même ce qu'il y a de plus rentable. Donc, Entièrement d'accord, c'est vraiment le nerf de la guerre que de produire effectivement localement et d'éviter les transports qui eux-mêmes peuvent être carbonés. Véronique ? Oui, c'est le mot-clé circuit court qu'on entend un peu partout et qui est à l'origine de notre action, puisque l'idée, c'est vraiment de traiter au plus près les déchets plutôt que de les transporter sur des kilomètres, ce qui pose des problèmes de mobilité, de pollution. Alors pour en revenir au circuit court, et notamment avec votre solution, on a l'impression effectivement de pouvoir résoudre le problème au plus près. C'est la fin un petit peu du réseau et la multiplication effectivement de ces solutions, ça ne va pas encore engendrer de nouveaux problèmes? Alors, le fait de produire de l'énergie localement, je ne vois pas pourquoi ça engendrait des problèmes futurs. En revanche, ça crée des box, des conteneurs comme vous les avez sur tout le territoire, sur tous les espaces, dans toutes les villes. Alors, c'est des conteneurs qui nous apportent aujourd'hui, ce n'est pas des conteneurs qui sont construits exprès, c'est des conteneurs qui nous apportent aujourd'hui la marchandise de l'étranger, qui sont réutilisés. Donc, en empreinte carbone, ce n'est pas finalement si mal que ça. Non, par contre, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse répondre avec le rythme de consommation que l'on a, à l'entièreté du besoin énergétique des particuliers. Alors, vous êtes déjà développé autour de Bordeaux, vous avez déjà une... Alors, on a déjà une première box qui est opérationnelle depuis 2017 sur le marché de Gros de Bordeaux et une seconde qui est en déploiement à Vitry-sur-Seine, où on met au tri les enfants des écoles primaires et maternelles, et on voit que ça prend très bien. Donc, sociétalement, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Mais on ne peut pas promettre qu'avec cette solution-là, on va résoudre le problème énergétique de la France. Il y a aussi un problème d'éducation autour de tout cela. Les Français sont-ils prêts à moins consommer, les Français plus globalement, les êtres humains? Une frange de la population, certainement. Après, ça passe aussi par de la pédagogie et c'est pas enfin, c'est vraiment de l'éducation. Et franchement, chez les enfants, ça ne pose, mais ça s'est fait en 2 séances, tout le monde trie, il n'y a pas de souci, on ne pose pas des questions et ça n'a pas l'air rebutant, sale ou quoi que ce soit. Non, c'est vite accepté. Donc je pense qu'il faut dépasser ce frein et peut-être cette peur des politiques de dire oh là là, le français est réticent au changement, il ne va pas y arriver. Ben non, moi je pense que le français il peut y arriver, il n'est pas plus bête qu'un autre. Voilà. Allez-y pour compléter. Alors moi, c'est juste un témoignage, c'est que j'ai 2 ados et je peux vous dire qu'ils sont probablement bien plus affûtés que nous autres, un peu plus âgés, et qui sont extrêmement précautionneux de la planète et de ses biens. Je peux vous dire qu'on me répète à longueur de temps, maman, l'eau est un bien commun, faisons attention. Donc je pense qu'ils sont bien plus affûtés que nous. Oui, moi je compléterais en disant qu'ils sont peut-être pas prêts à moins consommer, mais à mieux consommer. Ça c'est sûr. Ils sont sensibles à l'environnement et ils s'en préoccupent beaucoup, ça c'est clair. Sylvain? Alors, l'une des particularités, et je pense que Pierre, vous allez être heureux de l'apprendre, c'est que notre technologie est réalisée à partir de 90% de matériaux recyclés et recyclables, ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous l'avez dit tout à l'heure, Cocorico, notre technologie est moins chère que le photovoltaïque. Et sur une même surface, nous produisons 20 fois plus d'énergie. Et vous vous appuyez sur une technique de photovoltaïque, c'est ça? Ah non, absolument pas. C'est de la concentration solaire. C'est totalement différent. C'est différent. Voilà, on passe par ce qu'on appelle un système de conversion d'énergie que l'on nomme un module thermodynamique qui lui va recevoir l'énergie solaire concentrée et va permettre de produire de l'électricité. C'est un procédé totalement différent. Alors reviennent souvent bien sûr sur la table et sur le tapis les questions de politique publique et qui dit politique publique dit également politique d'investissement. Les experts de l'IRENA estiment que si on veut effectivement déployer les énergies renouvelables à la vitesse requise, il faudra doubler les investissements mondiaux, passant de 330 milliards de dollars à près de 740 milliards de dollars. Est-ce que vous, en tant qu'acteur du marché, je pense notamment à vous Véronique et Sylvain, est-ce que vous vous sentez accompagné par les politiques publiques, par les initiatives? Alors oui, je peux dire qu'on a été largement accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de mettre au point le démonstrateur sur Bordeaux. Donc oui, après le déploiement, on a fait une levée de fonds l'année dernière pour pouvoir continuer notre commercialisation. Donc on a trouvé des relais financiers, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le sourire, mais on y arrive quand même. Sylvain?
Alors la vérité, c'est que ça se passe plutôt assez bien en France. Oui. Mais ça se passe mieux ailleurs. D'accord. Voilà, la vérité. On a été face à un audit auprès de l'OPE-CST, donc à l'Assemblée nationale, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ensuite, on a été invité à l'Élysée, on a été donc référent national en termes d'énergie renouvelable à l'île de La Réunion, ce qui nous donne un bagage quand même assez important. On a signé un certain nombre de contrats, on a assisté à tout un tas de réunions, on a fait plein de dossiers, on a été expertisé à droite et à gauche. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça avance extrêmement vite. On est un petit peu dans une problématique franco-française de se perdre un petit peu dans des démarches administratives qui sont un peu longues et qui ne sont pas vraiment en corrélation avec les besoins d'une start-up comme la nôtre. Donc on a eu des rapprochements avec le gouvernement chypriote, on a été invité par le gouvernement et on est en train de travailler sur la mise en place d'une centrale électrosolaire de 50 MW. Centrale électrosolaire de 50 MW. Christelle, vous appartenez à un grand groupe, c'est, je suppose, plus facile à développer les choses? Alors, c'est un projet entrepreneuriat à la base, donc j'ai la chance effectivement d'appartenir à un grand groupe. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Il n'en reste pas moins vrai, et je rejoins tout à fait Sylvain, c'est que pour passer à l'échelle, et c'est quand même bien là l'essentiel, on va avoir besoin du soutien des pouvoirs publics. Le ministre Hulot avait annoncé en mai 2018 un plan hydrogène qui devait effectivement se quantifier en plusieurs centaines de millions d'euros et qui finalement se résout malheureusement à un peu moins de centaines de millions d'euros. Il est très clair qu'aujourd'hui, si on veut décarboner la planète, il va falloir le soutien des pouvoirs publics. Un bus hydrogène, c'est aujourd'hui 2,5 fois plus cher qu'un bus diesel. Donc avant de basculer sur effectivement la technologie hydrogène, alors même que les gens sont très effectivement précautionneux et souhaitent sauver la planète, il n'en reste pas moins vrai que ça reste encore très coûteux, d'où les aides auprès de ces usagers, ces collectivités, ces entreprises pour basculer effectivement leurs véhicules, leur flotte à des moyens de mobilité plus propres. Sans compter les stations de production qui, je suppose, si on souhaite devenir autonome, coûtent également très cher. Alors sur la partie, effectivement, le disait, hein, l'électrolyse aujourd'hui nécessite encore de réduire et de passer à l'échelle et de réduire en fait les montants d'investissement des équipements, un électrolyseur, une station de recharge, une station de compression. On arrive à produire de l'hydrogène effectivement autour de 8 à 10 euros du kilo, ce qui reste encore trop élevé, d'où la nécessité de pouvoir ou optimiser le coût de l'électricité, ou bien de réduire par une massification de fabrication des équipements, les électrolyseurs, pour réduire effectivement le coût de l'hydrogène au final. Séverine, pour le CEA, on parlait des politiques publiques. Oui, en fait, c'est une sacrée institution. Oui, tout à fait. Je pense que au niveau des pouvoirs publics, c'est clair qu'il y a une disparité, en tout cas d'implication suivant les régions aussi, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on parlait de l'État, mais je pense que c'est beaucoup dans les régions que ça se passe actuellement. Donc on sent quand même des initiatives de certaines régions pour aller investir, développer, faire des déploiements localement, etc. Après, curieusement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont des fois plus faciles à déployer en dehors de la France. Je rejoins mon collègue d'à côté. Mais aussi, pas forcément parce que c'est pas la France ou autre, c'est simplement que le territoire s'y prête des fois plus aussi. En France, on a déjà des réseaux qui sont très développés, etc. Donc on est sur un game changer important. Alors que vous allez en Afrique, par exemple, où vous partez de rien, vous pouvez beaucoup plus facilement développer quelque chose d'autonome. Je pense à l'analogie avec le téléphone portable, qui a été, en Afrique, on a développé des téléphones portables avant même qu'il n'y a pas eu de téléphone filaire. En fait, on est passé directement de rien à un téléphone portable. Mais là, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'il y a certains déploiements sur les énergies renouvelables qui vont être plus faciles peut-être à opérer dans les pays en voie de développement ou dans des territoires isolés dans un premier temps que dans des pays très industrialisés comme la France. La salle a des questions à vous poser et elle s'adresse à vous quatre. On va commencer par vous, Séverine. Que faire des batteries en fin de vie? Peut-on les recycler? C'est une très bonne question. C'est des choses qui sont regardées très très attentivement, puisque effectivement il faut travailler au recyclage des technologies qu'on développe, et c'est ce qu'on fait notamment au CEA, mais pas que. Il y a des grands acteurs aujourd'hui qui se mobilisent autour de ça, sur toute la chaîne de la valeur, c'est-à-dire qu'on va essayer de recycler, démanteler les packs batteries, mais aller jusqu'à
réutiliser les composants qui sont dans les cellules et les récupérer pour pouvoir refaire des nouvelles batteries, etc. Donc c'est vraiment une chaîne qui est regardée de très très près aujourd'hui au niveau recherche, et les acteurs industriels s'y mobilisent aussi fortement. Pour compléter. Oui, alors moi je veux dire franchement, les batteries, moi ça me gave. Non mais franchement, Oui. c'est clair et net. C'est pour ça qu'on est parti sur des solutions hydrogène alternatives, parce que et tout le monde, je suis le premier à m'en plaindre, les batteries de téléphone et autres, ça dure une journée. Voilà, c'est vraiment pénible. Donc la technologie hydrogène en termes de stockage permet d'avoir 165 fois plus d'énergie que dans une batterie conventionnelle lithium-ion. Et la technologie hydrogène, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, en définitive, la nature nous donne tout. On a du soleil, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà. Et aucun rejet, aucune pollution, etc. C'est pour ça que la technologie hydrogène, en ce sens, est extrêmement intéressante. Christelle, oui, vous êtes d'accord? je partage complètement, et autant sur la partie électrolyseur que sur la partie pile à combustible, hein, ce sont effectivement des métaux qui sont non rares ou très peu utiles. Enfin, il y a une petite quantité de ces métaux rares, comme le platinum ou le ruthénium, mais c'est en très très petite quantité, et tant sur l'électrolyseur, vous pouvez quasiment effectivement tout recycler. Véronique? Je suis plus partagée parce que moi, l'hydrogène, je trouve ça génial, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément mature. Donc, il faut accepter aussi de passer par des phases de transition où on envisage le recyclage des batteries. Et je pense qu'il y a beaucoup de startups qui travaillent justement sur les batteries en statique plutôt qu'en dynamique. Alors, on nous parle des métaux rares. Ils ne sont pas locaux, les métaux rares qui sont utilisés pour vos techniques. Tout cela a besoin de métaux rares. Panneaux solaires, ils ne sont pas locaux. Est-ce que vous avez quelque chose à Zéro métaux rares pour nous. Alors sur la partie, sur une pile à combustible, Oui. vous avez très peu de métaux rares. Sur un électrolyseur, vous pouvez avoir effectivement une petite couche de platinium sur les électrodes. Voilà. Véronique et... Moi, en biogaz, j'ai ça, c'est pas le problème, mais bon, vous pouvez Non, quand mais même... simplement un commentaire, c'est que du coup, les aspects recyclage, quand même, malgré tout, permettent, si on analyse bien la chaîne, permettent de récupérer, bon, je pense aux platines dans les piles à combustible, c'est tout à fait... aujourd'hui, on sait très bien récupérer le platine, donc on peut le réutiliser en cycle fermé, et du coup, voilà, on a investi une fois, et puis après, économiquement, c'est fiabilisé, quoi. Alors revenons justement à l'éducation autour de tout cela. On a des technologies qui nous permettent maintenant d'optimiser l'énergie, d'optimiser nos consommations d'énergie, et pourtant il y a des réticences. Les compteurs qui sont pour certains contestés, avec aussi une montée d'idéologie un petit peu extrême concernant le climato-sceptisme. On n'est pas dans une période où, à l'opposé, effectivement, on a échangé autour de tout l'espoir de tout ce que vous avez présenté, et à l'opposé, on a également des gens qui sont très sceptiques par rapport à tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Quelle est votre réponse par rapport à cela, Véronique? Parce que je pense qu'en France, on a tendance à opposer la techno au particulier, Oui. à la personne qui est dans la rue et qui n'est pas forcément au fait de tout ce qui peut se faire en technologie, et qui a donc peur du changement. Et donc, il ne faut pas négliger dans toutes ces nouvelles technologies l'accompagnement du public et l'éducation. Donc, il faut communiquer, expliquer pour que ça devienne, que ça soit pas encore un énième cours de physique dont tout le monde en a ras-le-bol parce qu'au collège, ils n'ont pas supporté. Donc, il faut le rendre accessible à tous, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, on est un peu défaillant là-dessus. On voit bien que l'acceptation sociétale de toute nouvelle technologie, systématiquement, c'est un non. Parce que, par définition, c'est non. Parce qu'on ne nous a pas prévenus, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on nous a mal expliqué. Il faut la communication, et savoir communiquer en n'étant pas grand sachant qui dispense son grand savoir auprès... je pense que vraiment le problème, il est là. Christelle, c'est un défaut de communication, c'est un problème de vulgarisation à l'égard des publics? C'est surtout, effectivement, je vous rejoins complètement, c'est vraiment un accompagnement qu'il faut avoir, et je dirais auprès de l'ensemble de la population. Alors évidemment dans les écoles, parce que l'avenir, c'est quand même nos enfants, donc c'est eux qui demain vont prendre en charge tout ça. Après, j'ai envie de dire, je rejoins un petit peu Sylvain, c'est que les climato-sceptiques, oui, mais arrêtons de nous focaliser sur ces gens-là, arrêtons de nous focaliser sur les aspects négatifs que développent ces gens-là. Regardons plutôt vers l'avant et de ce qu'on est en mesure de proposer. Il y a 8% de la population, effectivement, qui sont climat. OK,
ok. Mais avant tout, regardons ce que nous sommes en mesure de faire. Grands pays comme les États-Unis qui renoncent aux accords de Paris, effectivement, on se dit que le combat est lancé. Il y a deux camps qui s'opposent. Je ne ferai pas de commentaire sur ce point-là. Alors là, c'est complètement géostratégique, géopolitique. Oui. Il y a de l'argent qui est en jeu, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Hein. Le climato-scepticisme, ça intéresse un certain nombre de personnes. Voilà, il y a des entités comme certains pays, comme les USA, qui ont des ressources pétrolières, gazières, qui n'ont aucun intérêt à faire venir du pétrole d'autres continents. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, enfin moi, ce que je vois, c'est mon point de vue en tout cas, c'est qu'on est dans une troisième guerre mondiale, carrément. C'est-à-dire que la Terre est coupée en deux segments. La partie orientale, l'Orient, et l'Occident. L'Orient qui est fournisseur de pétrole avec certaines entités, et l'Occident, dont la France, qui sont tributaires et utilisateurs du pétrole. Ce sont des richesses pétrolières, ce qu'on appelle les pétrodollars, qui mettent à profit certaines économies et qui ont une certaine sous-jacence par rapport aux pays qui sont dépendants du pétrole. Voilà. Donc la vérité, c'est qu'en fait, on est dans un combat géopolitique à l'échelle internationale. Donc le climato-scepticisme s'intéresse effectivement à un certain nombre de personnes. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être un grand savant, scientifique et autres. Il suffit, avec la pureté d'un enfant de 5 ans, de regarder autour de soi ce qu'il se passe. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir, même en France, certains glaciers, on voit très bien qu'ils ont fondu. Voilà, c'est tout. Vous allez voir des images de la NASA il y a 30 ans et maintenant, voilà, tout est en train de partir en vrac. C'est abominable. Séverine, on parlait d'éducation, le CEA a une mission importante, c'est bien Oui, sûr. de formation et de démonstration aussi, parce que je pense que pour pouvoir susciter l'intérêt et rassurer ceux qui pourraient en douter, c'est justement d'être accompagné pour démontrer, pour faire des déploiements locaux et susciter l'intérêt vraiment de l'usager. Je pense que ça, c'est quelque chose, on va devoir vraiment y passer et investir sur ces sujets-là pour accéder vraiment au grand public. Un dernier tour de table, ça va être le mot de chacun, le mot de la fin qui vous appartient par rapport à l'urgence énergétique. On en parlait, il va falloir maintenant accélérer un petit peu la vitesse. Véronique? Je suis parfaitement d'accord. Maintenant, il faut faire. Oui. Nous, c'est comme ça qu'on a abordé notre sujet. On a créé la BioBeBox parce qu'on voulait faire quelque chose, que ça soit mature, facile à déployer. C'est pas forcément optimal sur tous les sujets que l'on rêverait en tant que scientifique. Maintenant, ça fonctionne, ça marche depuis 3 ans. Il faut le déployer et les gens en voyant sont rassurés et arrêtent de tergiverser. En fait, voilà, c'est simple. Allez, on peut y aller. Ça rassure. Il y a un cadre juridique qui oblige chaque producteur de déchets, c'est ça? Alors c'est ce que oui, voilà, en 2024, normalement, tout le monde sera amené à trier le déchet organique dans sa poubelle. Oui. Ce qui nous ouvre une porte. Tous les particuliers sont concernés. Tous les particuliers, c'est déjà opérationnel pour tous les producteurs de plus de 10 tonnes par an aujourd'hui. Ce qui concerne à peu près une majorité de professionnels. Beaucoup de professionnels et de collectivités au travers des écoles et des EHPAD. Voilà. Christelle? Oui, alors effectivement, il faut faire. Je pense qu'on est tous, si on a ce côté entrepreneurial, comme nous sommes autour de la table, c'est parce qu'on a effectivement envie de changer un petit peu le monde. En tout cas, je sais que chez Dynamics et les personnes qui sont autour de moi sont vraiment mues par cette envie, ce souhait de sauver la planète. C'est presque une raison d'être, hein, une valeur importante. Après, oui, les difficultés sont là. Bien sûr, mais elles ne sont pas incontournables et on peut tout à fait faire ce qu'il faut faire pour cette transition énergétique qui est devant nous. Sylvain? Voilà, le mot de la fin, c'est que nous, en tant qu'industriels, nous avons des objectifs qui sont de rentabilité, mais pas que. L'objectif principal que nous sommes fixés, c'est un objectif sociétal et environnemental. Nous nous donnons les moyens de réussir avec des moyens simples, efficaces et écologiques. Christelle, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, un bus hydrogène à l'heure actuelle, c'est aux alentours de 750 000 €. La solution que vous aviez évoquée tout à l'heure, Pierre, qui consiste à faire du rétrofit de véhicules essence ou diesel, permet à moindre coût, effectivement, de pouvoir donner une solution accessible et rapidement mise en œuvre sur le plan international avec ce process de rétrofit. Donc le process, il est très simple, hein, c'est de la concentration solaire et de l'eau. C'est aussi simple que ça. Séverine?
Moi, je dirais en mot de fin, c'est que les chercheurs du CEA vont continuer à travailler activement, en tout cas pour les solutions d'avenir, et puis essayer en tout cas d'accompagner ces déploiements de manière massive avec des démonstrations locales. Donc en intégrant l'ensemble des technologies et surtout pas de les mettre en opposition, mais vraiment de les associer pour répondre mieux à l'usage et aux besoins. Voilà. Merci Christelle Rouillet, directrice générale Dynamics EDF. Merci Véronique Pérez, directrice des opérations de BNCO. Merci Sylvain Paré, CEO de NewSAS. Merci Séverine Joanneau, en tête des électricités hydrogène au CEA. Merci à vous quatre. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci Madines, merci à tous. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes. Restez à nos côtés pour la suite de nos échanges avec une table ronde qui sera donnée dans 5 minutes. À tout à l'heure. Thank you.